Merci Robert, bonjour à tous. Effectivement, on est ravis en tout cas de pouvoir partager nos différentes expériences sur le transport scolaire, puisque ça fait plusieurs années maintenant qu'on intervient sur le sujet et on a quelques expériences de terrain à partager. Et puis surtout, on a hâte aussi d'échanger sur vos questions éventuelles. Du coup, on va vous faire la présentation. Je crois qu'il faut que faut que tu mettes la presse, Robert. Ouais. Voilà. Donc, au niveau du, pardon, faut que j'arrive à lancer les diapos. Donc le déroulé, Robert l'a expliqué tout à l'heure, on a prévu 1 heure pour pas vous prendre non plus trop de temps, mais après s'il faut plus, on est prêt à discuter beaucoup plus longtemps si nécessaire. On va faire une petite présentation qu'on avait essayé de caser dans une vingtaine de minutes, avec quelques points clés sur l'organisation du transport scolaire en Nouvelle-Calédonie, les sujets de budget, les sujets de temps de parcours et de sécurité. Et après, il y aura tout le temps d'échange où vous pouvez garder toutes vos questions bien au chaud pour nous les poser, qu'on puisse échanger et débattre sur les différentes questions que vous avez. Je vous propose juste de commencer par définir un peu le cadre juridique, parce que c'est important de savoir dans quel cadre on s'inscrit quand on parle de transport scolaire. Au niveau des textes calédoniens, les textes confèrent une qualité d'autorité organisatrice de transport en commun et donc de transport scolaire à la Nouvelle-Calédonie déjà, par la loi organique. Donc c'est la Nouvelle-Calédonie qui est compétente pour réglementer et pour organiser le transport scolaire. Ensuite, les communes, pour l'organisation, donc pour ce qui est de leur ressort géographique, donc le périmètre de chaque commune, c'est ce qui est défini dans le code des communes. Donc, ils ont aussi donc qualité d'autorité organisatrice de transport en commun et donc de transport scolaire. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de réglementation spécifique au transport scolaire. On a des textes sur tout ce qui est TRP, transport en commun, surtout là par rapport à la réglementation sur les véhicules ou sur le métier de transporteur, mais on n'a pas de texte spécifique sur le transport scolaire. Contrairement à la métropole et même la Polynésie, par exemple, normalement, on a des personnes de Polynésie qui sont connectés ou qui vont se connecter. Donc, en Polynésie, par exemple, c'est défini dans le code de l'éducation, les obligations de service. En métropole, c'est le code de l'éducation également, puis le code du transport qui définit les critères d'organisation. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de texte et donc pas d'obligation. Mais ce qui veut dire aussi que chaque commune doit un peu se débrouiller selon ce que elle définit nécessaire et qu'il n'y a pas vraiment de cadre ni pour limiter le transport qui est proposé aux parents. Dans les faits, sur le terrain, comme l'a dit Robert tout à l'heure, c'est donc une compétence qui est majoritairement assumée par les communes. Sur nos 3 provinces, on a donc quasiment toutes les communes de Calédonie qui effectuent du transport scolaire du primaire et une bonne majorité qui effectue aussi du transport scolaire pour les élèves du secondaire. Euh, on a 2 syndicats intercommunaux aussi qui se sont formés, c'est sur la province sud en fait, et qui ont décidé de regrouper, des communes qui ont décidé de se regrouper pour gérer les activités de transport. Donc il y a notamment le SNTU sur le Grand Nouméa, qui s'occupe des lignes des collèges et des lycées du Grand Nouméa, et le SIVM Sud, qui lui va s'occuper des lignes hebdomadaires du secondaire pour les différentes communes autour de la fois. Donc, il y a une organisation, un syndicat intercommunaux. Pour l'instant, sur les autres provinces, on n'a pas de syndicat de ce type. C'est chaque commune qui organise dans son coin le transport scolaire. On a aussi une spécificité sur la province Nord, où la province Nord a décidé d'assumer aussi certaines lignes hebdomadaires autour du lycée de Pointe-Bout, mais pas forcément toutes. Donc, c'est une décision du fait qu'il n'y avait pas de transport pour amener les élèves au lycée de Pointe-Bout. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation, ce qu'on appelle les autorités organisatrices. Et ensuite, la question, c'est qui réalise le service? Donc bien sûr, ce sont des transporteurs. Donc on a plusieurs centaines de transporteurs mobilisés sur l'ensemble du territoire calédonien, qui sont soit sous forme de société, avec plusieurs véhicules, ou soit sous forme d'entreprise individuelle, par exemple avec un seul gérant qui n'a qu'un seul véhicule. Mais on peut avoir des sociétés qui sont plus organisées, qui ont plusieurs véhicules. Et plus ponctuellement, quelques communes ont choisi de recourir à la régie ou à la régie mixte, c'est-à-dire d'avoir en interne un véhicule, un chauffeur et d'assurer un service
On a par exemple Poindimier, donc sur la photo en bas à droite de la diapo, c'est le quart de la commune de Poindimier qui effectue la ligne principale et qui a permis à un moment donné à Poindimier de réduire un peu son budget en internalisant la gestion d'une ligne. C'est ce qu'on appelle du coup une régie mixte, c'est-à-dire qu'il y a une partie en régie et une partie qui est déléguée à des transporteurs et ça permet d'un peu d'utiliser les deux possibilités. Une fois qu'on a posé le cadre, on pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions. En résumé, quelles sont aujourd'hui les problématiques qui sont rencontrées sur le terrain? De notre vision des choses, de la dizaine d'études qu'on a pu faire ces dernières années, on identifie trois points clés pour les communes. Le premier point, c'est la maîtrise du budget. Donc, c'est vraiment un point important. Le transport scolaire représente en Nouvelle-Calédonie un budget de 1,6 milliard par an, dont 1 milliard sont portés par les communes. Donc, pour les communes, pour une majorité de communes, c'est le budget, un des budgets principaux de fonctionnement. Et c'est des dépenses qui peuvent dépasser plusieurs centaines de millions pour des communes comme Lifou, Koné, voilà, des communes importantes. Le deuxième point, alors c'est pas un ordre, chacun après a son ordre, hein, on dit pas que le un est avant le 2, mais le deuxième point qui est important et qu'on remonte souvent sur le terrain, c'est la sécurité des enfants. Il y a énormément de questions qui se posent sur la sécurité des enfants, à la fois aux arrêts, parce que souvent c'est l'arrêt, la zone la plus dangereuse pour un enfant dans l'opération de montée, descente et même l'attente à l'arrêt, et la traversée de route après, et la sécurité à bord des véhicules. Et le troisième point, c'est le sujet des rythmes scolaires et l'égalité d'accès à la scolarité. Le but de ce transport scolaire, c'est d'emmener des enfants à l'école et dans des bonnes conditions. Et dans ce cadre, c'est important pour nous de travailler sur les temps de trajet, éviter que les enfants se lèvent à 5 heures pour prendre le car. Les temps d'attente devant les établissements, parce qu'on a souvent des fois des situations d'enfants qui attendent 1 heure devant l'établissement ou qui sont déposés trop tôt alors qu'il n'y a pas encore de surveillance en place. Donc ça, c'est des questions qui remontent du terrain. Et la régularité du service, s'assurer que le transporteur fait toujours bien le service avec le bon véhicule à l'heure qui est annoncée. Donc tout ce qui est régularité du service. Donc ça, c'est un peu les problématiques qu'on rencontre sur le terrain de façon résumée. Et face à ça, ben, nous, quand on accompagne les communes, on propose des différentes solutions sur ces problématiques. Je vous propose d'en illustrer quelques-unes, de voir quelques exemples de mesures qui ont été mises en place sur des communes ou d'actions qui ont pu être menées. Et on pourra bien sûr évoquer d'autres sujets si vous avez d'autres questions par la suite. Donc voilà, face aux problèmes qui sont évoqués, la question c'est quelles sont les solutions qu'on peut apporter sur le terrain pour y répondre. Les premières solutions, les premiers sujets sur lesquels on peut travailler dans le cadre du transport scolaire, c'est la question des circuits et notamment l'optimisation des circuits. Donc ça passe pour pouvoir faire ce travail, on passe par une étape de connaissance déjà des circuits qui sont réellement pratiqués sur le terrain. Parce que parfois, on a une connaissance théorique, le transporteur, il est censé faire quelque chose, et en fait, il fait pas vraiment exactement ça sur le terrain. Donc nous, on fait toujours une étape d'enquête, on monte dans les bus, et ce qui nous permet après de faire ces cartes. Donc vous voyez les cartes qui sont ici à l'écran, c'est des cartes qu'on fait sous SIG. Donc on trace les différentes lignes et ensuite, on croise avec les données de fréquentation des bus et la capacité des bus. On regarde combien d'enfants sont montés à chaque arrêt pour voir si le car est rempli, s'il n'est pas rempli, et aussi regarder les temps de parcours. Et après, souvent, on peut constater parfois, je dis souvent, mais c'est pas toujours le cas, mais de la possibilité de fusionner des circuits qui sont peu remplis. Avec le temps, il y a de moins en moins d'enfants et on a maintenu des lignes alors qu'en fait, on pourrait les fusionner. Donc là, par exemple, on est sur le cas de Ponérihouen, où sur les deux côtés de la rive de Ponérihouen, on avait plusieurs lignes qui se superposent et qui peuvent en fait être fusionnées en une seule ligne. Alors après, il faut faire attention au temps de parcours. Il faut pas non plus qu'en fusionnant, du coup, le temps de parcours devienne trop long. Et il faut faire attention qu'on ait assez de place dans les véhicules. Donc, c'est des choses qu'on regarde au niveau des études. Mais ça peut faire gagner un certain budget. En termes d'optimisation des circuits, on a aussi une autre possibilité, c'est de travailler sur les règles de desserte et le règlement intérieur. C'est vrai qu'un des soucis aujourd'hui pour les communes, c'est comme on n'a pas de cadre réglementaire, on n'a pas de texte, on se demande un peu jusqu'où on doit aller dans la desserte de proximité.
Et on a pris des habitudes au fur et à mesure des années d'aller chercher les enfants devant leur domicile et de faire du porte-à-porte. Et ça, non seulement ça a un coût, mais en plus ça oblige à avoir des véhicules plus grands, donc plus consommateurs de carburant, plus polluants, moins de sécurité. Donc l'optimisation des circuits, ça va dans le bon sens pour l'ensemble de la population. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'appliquer un peu des règles qui s'appliquent ailleurs. Donc, par exemple, pas d'arrêt à moins d'1 kilomètre de l'école, en considérant que les enfants peuvent marcher si s'ils ont une route qui est praticable à pied et ils peuvent donc marcher. Là, par exemple, la règle des 1 kilomètre de l'école, c'est une règle qui est appliquée en Polynésie. En métropole, c'est 3 kilomètres. Donc, ici, par rapport à la configuration des cheminements, on se dit que 1 kilomètre, c'est déjà bien. Donc, si on supprime les différents arrêts, là, vous voyez sur cette carte, c'est une carte c'est à Lifou. Donc, si on supprime les différents arrêts qui sont mentionnés sur le circuit et qui ralentissent beaucoup le véhicule, on peut avoir aussi après un plus petit minibus pour faire cette desserte. On a une autre possibilité aussi, c'est dans le règlement intérieur d'acter le fait qu'on ne fait pas de desserte pour des lignes ou des tronçons où on a moins de 3 enfants. Et donc, ces enfants qui sont un peu en bout de ligne, on leur demande de se regrouper sur un point de ralliement qu'on peut équiper avec une guérite pour améliorer le confort des enfants, pour faire un peu du gagnant-gagnant. Et en mettant une guérite, on demande aux enfants de se rendre à cet arrêt et on optimise un peu le circuit. Donc ça, c'est des propositions qu'on essaie de mettre en place et qui doivent s'inscrire dans le cadre d'un règlement intérieur pour pouvoir être bien cadrés et compris après expliqués et compris par les parents. Le deuxième point, je passe vite sur les circuits, on pourra y revenir, hein. Le deuxième point pour les prix, c'est bien sûr la partie négociation des prix dans les marchés. Donc, nous, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie de négociation des prix. Et la phase d'appel d'offres, donc qui arrive tous les 3 ou 4 ou 5 ans, ça dépend des communes, c'est vraiment le moment important pour pouvoir négocier ces prix parce qu'après, les prix sont gravés dans le marbre pour la durée du marché. Et en plus, avec les augmentations du carburant, on a des risques que les prix même augmentent avec les indices de prix. Donc, c'est important de bien prendre le temps de caler ces prix au moment de la phase d'appel d'offres. C'est pas forcément facile parce que sur chaque commune, on a des transporteurs historiques qui sont là depuis toujours, qui ont pratiqué des prix et qui vont pas forcément bien accepter ou comprendre qu'on puisse vouloir revoir ce prix. Ils n'ont pas forcément d'autres activités à côté, donc tout ça c'est pas évident. Donc il faut vraiment une stratégie. Nous, ce qu'on préconise, c'est déjà en premier point, c'est d'avoir le temps de négocier, d'avoir vraiment le temps de lancer l'appel d'offres, de pouvoir ensuite relancer en gré à gré pour pouvoir discuter et de pouvoir même ensuite relancer un appel d'offres si jamais la discussion n'aboutit pas. Donc, de lancer les appels d'offres le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre, comme on voit sur le planning qui est en dessous. Le deuxième point aussi, c'est de choisir un peu ses combats. C'est sûr on peut pas non plus espérer du jour au lendemain diminuer par deux tous les prix. Et donc, il s'agit de regarder plutôt les lignes sur lesquelles on a des prix qui dépassent ce qu'on estime acceptable. Et de pouvoir, dans le cadre des appels d'offres, négocier surtout ces prix-là. Donc, d'accepter les autres prix et de négocier les prix qui dépassent un certain seuil d'inacceptabilité. Donc, le travail sur les estimations et les seuils d'inacceptabilité est important aussi. Et le troisième point, c'est d'avoir aussi des clauses de marché qui sont intéressantes pour les transporteurs, pour être un peu dans une stratégie de gagnant-gagnant, c'est-à-dire, par exemple, proposer une durée plus longue sur le marché, des modalités de paiement qui soient facilitées, ou par exemple, sur la commune de Wailou, on avait travaillé sur le paiement d'une indemnité en cas d'intempérie ou en cas de Covid, paiement des frais fixes, en fait, des transporteurs pour les rassurer. Donc, c'est important de bien comprendre quels sont les besoins des transporteurs pour pouvoir proposer après dans le marché aussi des choses qui les sécurisent et qui leur permettent une meilleure gestion. Donc, une fois qu'on a mis tout ça sur la table, on peut dérouler la stratégie de négociation des prix, sachant qu'en dernier recours, si vraiment le prix ne convient pas dans le cadre du gré à gré, bah, le dernier recours, c'est de dire, bon, bah, OK, on accepte ce prix, mais par contre, on signe que pour 1 an et on signe pas pour 3, 4 ans. Donc, ça peut être aussi un argument qui peut faire basculer à la fin et puis amener à signer le marché. Voilà pour les éléments de coût.